en attendant le groupe à l'Assemblée nationale. Aussi dans un bar au métro Jourdain, le bar Rérigole, au-dessus de nos têtes, des étages et des étages d'entreprises sociales, d'associations, d'indépendants qui créent le monde de demain, c'est l'économie qu'on aime, quoi. Voilà, juste au-dessus de nos têtes, c'est important de dire là où on est parce que ça a du sens, parce que c'est des projets que nous soutenons. Ça fait du bien de vous voir, ça fait du bien de se retrouver aussi un peu en vrai. Après les journées d'été, on a vu quand même quelques-uns, de voir des visages connus, des nouveaux, des nouvelles, des convaincus, des à convaincre, des curieux et des curieuses aussi. Et puis de voir toute l'île de France, bon pas toutes, mais la représentation de toute l'île de France. Et je voudrais faire un petit test sonore. Est-ce qu'ils sont venus de loin? Encouragez-les, remerciez-les. Ils ont pris les RER, ils sont peut-être pas venus en vélo parce que c'était un peu loin. Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus de la Grande Couronne ce soir? Ouais. Ah, c'est normal, vous les connaissez pas. Allez, plus facile. Il y en a qui sont venus de Perpignan, il y en a qui sont venus encore plus loin, c'est vrai. Plus facile, est-ce qu'il y en a qui viennent de la Petite Couronne 93, 94, 92? Mieux. Et là, pas d'excuses. Je suis désolée, on compte sur vous les Parisiens. Les Parisiennes, est-ce que vous êtes là ce soir, les Parisiens? Ok, toute la Champions League est là pour soutenir la candidature préférée de l'île de France ce soir. Pour cette dernière ligne droite de la primaire des écologistes, 123 000 inscrites, un peu moins, 123 000 quand même. 123 000, bon il n'y en a peut-être que 120 000 qui sont inscrits pour soutenir notre candidat préféré ce soir. Il faut aller chercher les 3 000 qui restent. Là, on n'a que quelques jours. Il faut aller convaincre tout le monde. C'est pour ça qu'on est là. Soit pour venir se convaincre, soit pour aller convaincre les autres et se donner le dernier élan de motivation qui nous manquait après cette reprise chargée, je le sais. 123 000 personnes, et je voudrais quand même faire un merci tout spécial à une personne à laquelle on doit ce succès, cette campagne qui se passe dans la sérénité, dans l'enthousiasme. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, une ovation pour notre secrétaire national, Julien Bailly. Il n'est pas là, il n'a pas le droit, c'est normal. Et nous le remercie quand même parce que tout ça se passe bien, c'est grâce à lui. Ça fait du bien d'être ensemble pour soutenir une candidature, et moi je vais le dire parce que pour moi c'est un argument, oui, une candidature qui est sympa. Une candidature qui est à l'écoute, une candidature qui est sincère, sans fioriture, sans blabla, tout ça, une vraie candidature de terrain. Ça fait du bien de discuter avec une candidature, un candidat qui est intéressé par ce que vous lui racontez, par vos luttes de terrain, que ce soit sur le terrain agricole, que ce soit dans les quartiers populaires, que ce soit... Voilà, ouais, tous les quartiers. Ça fait du bien d'avoir un candidat qui partage notre vision d'une écologie humaniste au sens large. Et comme élue parisienne, je dois dire, ça fait du bien de s'inspirer d'un bel exemple de mandature à Grenoble. Ça fait du bien de voir, oui, une femme candidature pas parisienne d'ailleurs. Ouais. On dit peut-être pas une candidature qui a mené un collectif transpartisan au travers d'un premier mandat résolument de gauche et à la victoire une deuxième fois largement réélue. Oui, j'ai entendu grave. Espoir immense aussi de savoir que cette candidature est en capacité de parler avec toute la gauche, avec tout cet arc humaniste dont on appelle au rassemblement, tous et toutes de nos voeux ici, et plus encore que d'être capable de rassembler. Moi je pense qu'elle est véritablement centrale dans cet arc humaniste. Vous l'avez vu à Gonesse, sur les terrains menacés agricoles,
Vous l'avez vu à Grand Puy, vous l'avez vu à Utopia, après l'évacuation de la place de la République en novembre, vous l'avez vu à Passandou, avec Passandou en 93, et puis là plus récemment à Verdragon, à Bagnolet. Bref, vous l'avez vu partout en Île-de-France. On ne sait plus comment il fait pour être partout en France, parce qu'il n'a pas fait que l'Île-de-France comme ça. Est-ce que vous savez de qui j'en parle? Bienvenue, mesdames et messieurs, au meeting d'Éric Piolle. Gardez un petit peu la chaleur, parce que je vais laisser la parole avant à plusieurs intervenantes, au premier rang duquel celle qui se bat sur les terres froides du Rassemblement National à Hénin-Beaumont. Je lui laisse la main pour le reste de la soirée, s'il vous plaît. Accueillez chaleureusement Marie Tourné. Merci de rappeler que là où on ne gagne pas encore, mais bientôt on gagnera dans le sillon d'Éric Piolle, n'est-ce pas? Il y a Mehdi Bellatas aussi, il est de Perpignan. Vous pouvez faire un comité de solidarité, allez voir à la fin ici des autographes. Alors, moi, je vais vous demander d'accueillir deux personnes qui se sont entraînées dans ce discours. C'est l'une de leurs premières prises de parole en public. Alors, il va falloir être à fond. Est-ce que vous êtes à fond? Ouais. Je crois que c'est bon. Alors, ils s'appellent Zélie et Hugo. Ils sont des jeunes pour Piolle et vont vous expliquer ce qu'ils font là. Zélie, applaudissements général. Et on verra après si les vieux pour Piolle font mieux que les jeunes pour Piolle. Je te remercie. Bonsoir, je m'appelle Zélie et je fais donc partie des Jeunes pour Piolle. Bonsoir, je m'appelle Hugo et je fais aussi partie des Jeunes pour Piolle. Les Jeunes pour Piolle, ça a commencé en juillet dernier sur le quai d'une gare à Grenoble. C'était des militants et des militantes associatifs qui se disaient qu'il fallait enfin une candidature crédible pour l'écologie en 2022, une candidature capable de gagner. Et ce n'étaient pas les seuls à le penser, puisque ailleurs en France, complètement indépendamment, quelques semaines plus tard, il y a eu le mouvement Et pourquoi pas Piolle qui s'est créé et qui a rassemblé un grand nombre de gens autour de cette même idée. Éric Piolle est le mieux placé pour être le premier président écologique en France. Sur les réseaux sociaux, il y a aussi eu un jeune Piolle qui a été créé par un étudiant lillois et qui a avec les mêmes convictions indépendamment. Et au fur et à mesure des semaines, pendant toute cette année, il y a de plus en plus de gens qui croyaient en cette candidature, de plus en plus de gens qui se sont rassemblés. Et puis, bingo, en juillet, Éric se présente à la primaire et pendant tout l'été, les Jeunes pour Piolle se sont structurés en France. On a été à Grenoble, à Nancy, à Toulouse, à Lille et maintenant à Paris. Et aujourd'hui, on est là, en force, à Paris, pour soutenir la candidature d'Éric Piolle aux primaires et à la présidentielle. Ce soir, j'ai envie de dire que si on a choisi la candidature d'Éric, ce n'est pas parce que c'est un beau gosse, ni parce que c'est une rockstar sur la piste de danse et nous l'avons montré au JDE et à la fête de l'UMA. Non, si on a choisi sa candidature, c'est parce qu'il est le seul candidat capable de redonner de la dignité à notre génération, de donner du sens à notre vie et à nous, de nous donner un avenir. La crise du Covid a mis la lumière sur les précarités étudiantes. Des précarités qui ne cessent de s'accentuer de jour en jour. Et nous, la précarité, on n'en veut plus. On n'en peut plus et on dit qu'il faut agir. Et agir pour les jeunes, c'est ce que fait Éric au quotidien à Grenoble. Budget participatif ouvert dès 16 ans, gratuité inconditionnelle des bibliothèques, soutien à une culture jeune et dynamique grâce à des lieux et des festivals, division par 2 des coûts des transports en commun. Nous voulons que ces mesures soient généralisées à toute la France. Mais nous avons besoin d'aller plus loin. Oui, nous avons besoin d'aller beaucoup plus loin et d'avoir un président ambitieux quant à sa politique jeunesse. Le programme d'Éric est en phase avec les attentes et les inquiétudes des jeunes partout en France. Éric Piolle, c'est le RSA à partir de 18 ans. Éric Piolle, c'est la création d'emplois d'avenir pour tous les jeunes. Éric Piolle, c'est la justice sociale pour tous les jeunes. Éric Piolle, c'est l'écologie au pouvoir. Pour moi, l'écologie, ça a d'abord été une suite d'évidences contrariées. C'est évident qu'il faut éviter de manger des fruits et légumes avec des produits chimiques mortels dessus.
Et pourtant, c'est difficile d'en trouver 100. C'est évident qu'une agricultrice qui nous nourrit doit être mieux payée qu'un trader, et pourtant non. C'est évident qu'un gouvernement doit protéger l'avenir de ses citoyens, et bien c'est pas le cas. Et donc, à partir de là, je me suis dit deux choses. D'abord qu'il fallait arrêter d'attendre que le changement des tombe du ciel, que l'écologie, elle ne se fera pas sans nous, sans vous, sans notre espoir collectif, sans notre force collective commune. Et la deuxième chose, c'est que ce dont nous manquons le plus, ça n'est pas d'innovation technologique, on en a plein, ça n'est pas d'énergie citoyenne, vous êtes là pour prouver combien elles sont grandes, c'est que la politique fasse de nouveau envie, que plus de gens veuillent y prendre part, qu'elle soit incarnée par des politiques inspirants comme les Éric Piolle, accessibles comme les Éric Piolle et courageux comme les Éric Piolle. Pour moi, le déclic il s'est fait pendant les marches climat en 2019. Tous les slogans me parlaient. Pas de planète B. Quand c'est fondu, c'est foutu. Le prix du carburant monte, les océans aussi. Moins de banques, plus de banquise. Je réalise que je ne suis pas seule dans ma prise de conscience. Je ne veux pas être tétanisée par l'avenir. On nous l'annonce catastrophique, à nous de faire en sorte qu'elle ne le soit pas. Je fais partie de cette génération climat qui a le sentiment que son avenir est sacrifié sur l'autel du libéralisme et du profit. Je me suis demandé s'il était responsable de donner vie à un enfant dans un monde où la survie de l'humanité est en jeu. Bon, je plombe un peu l'ambiance. Mais non, ce n'est pas foutu. Ce n'est pas foutu parce que j'ai 20 ans, on est jeunes et on y croit. On y croit. Enfin, ouais, on n'est pas tous jeunes, mais je suis jeune, on est jeunes. Toutes générations confondues, on y croit. Et moi, j'y crois parce que partout en France, il y a des initiatives inspirantes, des gens qui portent ces initiatives et nous avons besoin de politiques qui les accompagnent. Alors nous, les jeunes pour Piolle, nous avons choisi le chemin de l'optimisme, nous avons choisi le chemin de l'action, nous avons choisi le chemin de l'espoir, nous avons choisi Éric Piolle. Vous en avez pensé quoi les vieux pour Piolle? Je précise que c'est à moi qu'elle a dit qu'il y avait des vieux aussi. Il y a les ex-jeunes pour Piolle, les futurs vieux pour Piolle, tout ça. Chacun passera par la barre qui départ. L'écologie. L'espoir. Alexis de Buisson. Espoir. Je vais vraiment devoir faire Éric Piolle et je le fais beaucoup moins bien que lui. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va passer à l'intervenant qui était prévu après la vidéo, ça laissera le temps au son de revenir. Alors, on a compris qu'il y avait des gens de petite, de grande couronne, il y a aussi des gens qui sont venus de loin, qui sont venus soutenir Éric de loin. Et donc, je vais vous demander d'accueillir Mister Gontard, qui est sénateur de l'Isère, qui est président au Sénat, et comme nous tous, il a une certaine idée de pourquoi il a décidé de soutenir Éric. Et donc, c'est à toi. Merci. Bonsoir à tous, moi très heureux d'être là. Bon, en même temps, c'est les cheveux gris pour Piolle, mais bon voilà, ça permet qu'il y en ait pour tous. Moi très heureux vraiment d'être ici pour cette dernière ligne droite et soutenir Éric. Déjà une première victoire quand même, je pense qu'on peut se féliciter. Plus de 120 000 personnes qui vont participer à cette primaire écologiste. Moi je pense que c'est une très belle victoire. On a avancé à peine 20 000, 30 000. Et c'est une très belle victoire pour notre candidat, pour Éric Piolle, parce que quand il aura été désigné, quand il sera élu, il aura cette légitimité. Il aura cette légitimité de cette primaire, et il aura cette légitimité de rassembler bien plus large et d'arriver au pouvoir et à l'Élysée. Pourquoi Éric Piolle? Pourquoi j'ai choisi Éric Piolle? Ça a été dit, je suis de l'Isère, et donc au plus près d'Éric et de ce qu'il a pu faire. Je l'ai vu au conseil régional, je l'ai vu comment il avait fait pour conquérir Grenoble, et à chaque fois c'est toujours un travail d'équipe. C'est quelqu'un qui sait emmener une équipe, qui sait animer, et ce collectif, moi c'est toujours sur lequel j'étais admiratif, sur sa manière de fonctionner. Et puis à Grenoble en 2014, je dirais de manière très discrète, on l'a pas vu venir, tranquille, mais déterminé, il y est allé, et puis avec son équipe, ils ont gagné. Et je me souviens, on disait, mais ça va pas tenir 2 semaines, les écolos au pouvoir à Grenoble dans une grande ville, c'est même pas la peine. 6 ans après, on voit le résultat, le maire d'une grande ville, le mieux réélu.
Et donc, cette faculté à montrer que l'écologie au pouvoir, non seulement ça marche, non seulement ça fonctionne, non seulement ça change la vie des gens, mais que les gens, ils en redemandent. Et ils veulent aller encore plus loin. Ils veulent vraiment qu'on mette en place cette écologie, cette justice sociale sur le territoire. Et puis, pourquoi j'ai été moi aussi emmené dans cette course qu'a mis en place Éric Piolle sur l'Isère en 2017, élu sénateur, grâce justement à ce large rassemblement qui avait été initié par Éric, et donc de montrer aussi cette place des territoires. Et je pense que le fait d'avoir un maire d'une grande ville qui sache comment on agit au plus près des gens, localement, comment on peut mettre en place cette transition écologique au plus proche, c'est ça aussi cette force que peut avoir Éric. Et on a pour le coup encore un président qui est à l'opposé total de ça. Et on voit bien ce qui arrive quand un président est totalement déconnecté du terrain, totalement déconnecté des gens, totalement hors sol, et qui n'a jamais même pu être élu local. Éric a cette force-là, et moi c'est aussi quelque chose qui m'intéresse particulièrement. Et puis Raymond Poncé, sénatrice du Rhône, qui est là et qui m'accompagne. Oui, on est au Sénat, on est dans une oui, tu peux venir Raymond, on est dans une minorité. Et c'est vrai que ce groupe Sénat, depuis un an, on attend avec vraiment espoir d'un président de la République, que Éric Piolle soit aux manettes et qu'on puisse enfin mettre en action notre programme, notre projet. On a déjà montré, notamment avec la vraie loi climat, ce que pouvaient être des écologistes au pouvoir, que c'était non seulement, ça a été dit, c'est compliqué, on est dans une situation difficile. Je reprendrai les mots d'un de nos collègues sénateurs qui dit on est dans la merde. On est dans la merde, mais on a les solutions. On sait ce qu'il faut faire. C'est le projet des écologistes. On sait où il faut aller. On sait l'objectif. Et ça sera avéré avec Éric Piolle. L'écologie, l'espoir. Et donc Éric Piolle au pouvoir. Merci à vous. Alors, la deuxième, elle est ex-jeune pour Piolle aussi, elle est comme moi, on a à peu près le même âge. Je l'ai connue, elle était présidente des jeunes socialistes européens, vous imaginez. Et maintenant, elle est là avec nous parce que tout le monde converge. Nous convergeons, nous arrivons à l'écologie. Je vous demande d'accueillir Laura Slimani, membre de la direction de Génération S et adjointe au maire de Rouen. Devant un projecteur bonsoir à toutes et tous. Alors je suis désolée, je vais commencer par un peu plomber l'ambiance, mais je vous promets que ça va bien se terminer ce que je vais dire. Mais je voulais quand même merci. Je voulais quand même commencer par dire un mot d'un sujet qui me tient à cœur et dont je sais qu'il tient à cœur à beaucoup de militantes et de militants, et puis à beaucoup de citoyennes et de citoyens. Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu l'actualité ces derniers jours, peut-être. Je ne sais pas si vous avez vu passer cette information. Mais ces 10 derniers jours, en France, il y a eu 5 féminicides. 5 femmes tuées par leur conjoint ou leur ex-conjoint en 10 jours. C'est abominable. C'est quelque chose qu'il faut qu'on arrête de tolérer en tant que société, qu'il faut que nos responsables politiques arrêtent de tolérer, qu'il faut que nos institutions arrêtent de tolérer. Et je sais qu'Éric Piolle a un plan, je sais qu'il a une stratégie, je sais qu'il a la volonté de mettre fin à cette spirale, de mettre fin à cette tolérance de la société pour les féminicides. Et c'est pour ça que moi, féministe, militante politique, mais aussi militante féministe, je le revendique, je soutiens Éric Piolle. Ouais. Éric Piolle, je l'ai rencontré il y a quelques mois à Rouen, où il est venu se déplacer. Il s'est beaucoup déplacé, ça a été dit, donc il est venu à Rouen. Et alors, à Rouen, vous savez, on a beaucoup d'usines. Vous en avez entendu parler, on a des usines on a des entreprises qui sont plus vertueuses, d'autres qui le sont moins. Je vous laisse vous-même classer Lubrizol dans l'une de ces deux catégories. Mais je ne vais pas parler de Lubrizol, je veux parler d'une usine et d'une entreprise extrêmement vertueuse qu'on a visitée à Rouen, une usine qui malheureusement aujourd'hui est fermée. Cette usine, c'est la Chapelle d'Arblay.
Chapelle Darblay, c'est une usine qui, jusqu'à il y a un peu plus d'un an, recyclait 30% des déchets papier des Français. 500 000 tonnes par an de déchets passés par cette usine pour produire du papier journal. Et puis, il y a 1 an et demi, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les actionnaires du PM, le groupe qui détient cette entreprise, ce joyau industriel qui en plus a engagé une conversion écologique de son appareil également, eh bien les actionnaires, ils ont trouvé que ça leur rapportait pas assez. Pourquoi? Parce que le papier, en fait, ce recyclage, on en fait un peu trop, et que donc le coût du papier recyclé, il n'est pas assez élevé, ça leur rapporte pas assez. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on veut faire augmenter le coût d'une denrée? Eh bien, on la raréfie, donc on ferme des sites de production, et comme ça fait augmenter les prix. Donc, cette usine, il y a 1 an et demi, a fermé. On pourrait se dire, mais face à l'urgence climatique, face à l'urgence sociale, face au fait qu'on a besoin d'avoir des emplois industriels en France et de ne pas les délocaliser, face au fait que tous ces papiers, tous ces déchets, aujourd'hui, ils sont soit transportés à travers l'Europe, voire vers la Chine, soit incinérés, face à tout ça, l'État aurait dû prendre les choses en main et mettre UPM face à ses responsabilités, trouver une stratégie pour que cette usine et ses emplois, ces 230 emplois, soient maintenus. Mais non. Parce que l'État, il a préféré soutenir un autre projet. Un projet qui est juste à côté, qu'on a vu aussi de loin lorsqu'on est passé dans cette usine. Ce projet, c'est l'installation d'un grand entrepôt, juste à côté. Un entrepôt d'une entreprise qui est parmi les plus grands pollueurs de la planète, qui est parmi les plus grands fraudeurs et exilés fiscaux de la planète, qui crée de l'emploi précaire en détruisant de l'emploi de qualité dans le commerce de proximité. Cette entreprise, c'est... Bravo. Et l'État, là, curieusement, soutient. Le préfet valide, malgré l'opposition des élus locaux. Pas de problème. Et donc, j'en viens à la raison pour laquelle je pense qu'Éric Piolle est le meilleur candidat à cette élection des primaires et puis pour gagner l'élection présidentielle. C'est un candidat qui remet les choses à l'endroit, qui a un projet qui redonne du sens dans notre modèle économique, qui redonne du sens dans nos décisions politiques et en matière économique, et qui fait en sorte que par l'ISF climatique, on va redistribuer de la richesse qui aujourd'hui spécule vers les services publics et vers la transition écologique, qui va réorienter, évidemment, avec l'ensemble de sa majorité, les financements publics, les financements privés aussi, parce qu'on a aussi des outils pour le faire, vers des entreprises, des usines, des agriculteurs et agricultrices qui ont des pratiques vertueuses. C'est pour ça, c'est pas pour faire en sorte d'avoir un projet qui ait du sens et qui redonne du sens à toutes et à tous dans l'action politique que je soutiens Éric Piolle et que nous sommes nombreuses et nombreux à soutenir Éric Piolle. Parce que il y a beaucoup de candidats et ils ont tous beaucoup de qualités dans cette primaire. Et moi, je ne crois pas qu'on réussira à convaincre et à créer l'enthousiasme nécessaire en agitant uniquement le chiffon rouge ou le chiffon vert, je ne sais pas, de l'effondrement. Oui, ça existe, oui, c'est une réalité. C'est pas comme ça qu'on crée un enthousiasme. Je ne crois pas non plus qu'on arrivera à créer l'enthousiasme et la mobilisation suffisante en disant que tout le monde doit faire des efforts. Parce que oui, tout le monde doit faire des efforts. Mais on ne doit pas quand même tous faire le même nombre d'efforts et la même quantité d'efforts. Et c'est important de le dire que justice climatique, ça doit aller avec justice sociale. Et donc, je crois que Éric Piolle, c'est le seul candidat qui est capable et qui sera capable demain de parler autant aux cyclistes à Grenoble qu'à l'agriculteur de Bretagne. Je pense que c'est le seul qui sera capable de parler autant aux jeunes des quartiers nord de Marseille qu'aux gilets jaunes d'Amiens, de parler autant à la mère célibataire de Seine-Saint-Denis qu'aux formidables militantes du mouvement MeToo. On a besoin d'un candidat qui est capable de parler à toutes et tous, qui est capable de nous emmener vers un projet qui soit désirable et qui permette à toutes et tous de vivre mieux. Et c'est pour cela que je soutiens et que nous soutenons Éric Piolle. Conseillère de Paris, adjointe à Madame Hidalgo, en charge des politiques de la ville. Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie ce soir, ravie de vous voir si nombreux
pour faire gagner Éric à cette primaire des écologistes. On a 2 semaines, il faut qu'on fasse gagner Éric. Pourquoi? Pour qu'en 2022, on ait enfin un président à l'Élysée. Il faut qu'on se donne rendez-vous en 2022 pour faire une grosse fête avec Éric comme président à l'Élysée. En tant qu'adjointe en charge des quartiers populaires, je vois tous les jours les inégalités sociales, les inégalités territoriales sur le terrain. Mais aussi, il ne faut pas se voiler la face, les discriminations qui sont généralisées dans notre pays. Aujourd'hui, le compte n'y est pas, la promesse républicaine n'est pas tenue. Quand on est une femme, quand on est LGBTQA+, quand on a une couleur, en fonction de notre couleur de peau, en fonction de notre genre, en fonction de notre physique, on est trop souvent discriminé. Et les personnes qui subissent ces inégalités sociales, ces discriminations à longueur de journée, c'est aussi ces personnes qui subissent le changement climatique, qui sont les plus vulnérables face au changement climatique. Et la force d'Éric, par rapport à tous les autres candidats, c'est de lier ces 2 enjeux, de mettre au même niveau la justice climatique et la justice sociale. C'est vraiment le défi qu'il y a devant nous, parce que cette transformation écologique de notre société, on ne peut la faire qu'à cette condition. Et la deuxième qualité d'Éric, c'est qu'il apporte des réponses concrètes, très concrètes. Laura l'a dit, c'est l'ISF climatique, puisqu'aujourd'hui c'est intolérable que 10% de la population émette 50% des émissions de CO2. C'est intolérable. Et ça, c'est des propositions très fortes. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu des hommes, des femmes, avec ce courage-là, d'imposer ça dans le débat public, de remettre l'ICF dans le débat public. Et aussi, c'est aussi sa capacité à faire des problèmes des solutions. Parce que demain, il faut tout faire une transformation écologique et sociale. Mais la capacité d'Éric, c'est d'avoir fait un plan pour créer 700 000 emplois pour faire cette transformation. Des emplois dans des secteurs, l'économie sociale et solidaire, la rénovation du bâtiment, l'agriculture, des emplois en plus qui sont épanouissants, parce que je sais qu'aujourd'hui, quand on est jeune, le schéma a complètement changé, on a envie d'avoir un métier, mais un métier dans lequel on s'épanouit. Et aussi un métier dans lequel on a des conditions dignes. Il faut absolument redonner des conditions dignes pour toutes et tous. C'est plus possible de voir les livreurs Uber comme on les voit en ce moment dans la rue. Et cette proposition forte que fait Éric aussi sur la revalorisation d'au minimum 10% des salaires les plus bas, elle est importante. C'est ça la justice climatique et la justice sociale. C'est ça qu'il faut qu'on fasse. Qui parle à toutes et tous. Et la grande force, ça a été dit, alors c'est pas facile de passer à la fin parce que toutes les qualités d'Éric ont été déjà données, mais la grande force d'Éric, je vais quand même insister, c'est cette capacité à écouter, cette capacité à aller à la rencontre des gens. Il a fait toute la France. Quel candidat, quelle candidate a fait toute la France comme il l'a fait? On ne sait même pas comment il a autant d'énergie. En tant qu'élu, j'en vois des hommes, des femmes politiques qui viennent là sur le terrain, qui sont pressés de passer à autre chose. Mais Éric, c'est différent. Moi, je me suis retrouvée à la Goutte d'Or un dimanche, il pleuvait des cordes. Vraiment, il pleuvait des cordes. Je me suis dit, il va rester 5 minutes, il va repartir, c'est pas possible. Et non, il est resté là. On s'est abrité comme on pouvait, il a discuté avec les associations de la Goutte d'Or, il les a écoutés, il a écouté leurs problèmes, les enjeux. Et ça, c'est vraiment sa force. Il s'intéresse aux gens. On a besoin, en fait, on ne peut plus avoir des gens qui sont un peu déconnectés, on va le dire, et qui ne sont pas en lien, qui ne sont pas à l'écoute. On a besoin de retrouver cette sincérité dans l'engagement. C'est ça, Éric, c'est vraiment cette sincérité. Et ça fait plaisir. Parce que, merci Arnaud. Parce que je fais partie d'une génération où, enfin, je sais pas vous, je pense qu'il y en a à qui ça va parler, mais moi, depuis que je vote à la présidentielle, j'ai toujours voté utile. Et ça, j'en veux plus. Et ça, ce qu'on veut, c'est pouvoir voter pour un projet dont on a envie, un projet d'espoir. Parce que là, on est face au changement climatique, au plus grand défi de l'humanité.
Aujourd'hui, c'est vraiment comment on assure un avenir aux générations futures, comment on préserve la planète, le vivant. C'est ça le défi qui est devant nous. Alors ça paraît angoissant, mais avec Eric, ça devient enthousiasmant, ça devient l'écologie des solutions, ça devient une opportunité de créer un nouveau monde. On en a parlé de ce monde d'après pendant le confinement. Il est où là? On le veut, ce monde d'après. Et c'est Eric qui l'incarne, ce monde d'après. Un monde plus juste, un monde plus solidaire, un monde plus démocratique et un monde plus écologique. Pour finir, je n'aurai qu'un mot. Eric, président! Je me trouve très fort, très fort. Alors, c'est l'heure du quiz. Je vais tester l'attention de la salle. Et donc, je vais commencer par une question très dure. Est-ce que vous savez quel candidat dans la primaire, attention, il y en a 5, vous vous rappelez des 5 ? Quel candidat a enchaîné plus de 75 déplacements depuis le mois de janvier ? C'est très fort. Est-ce que vous savez quel candidat a élaboré son programme de manière collaborative en équipe avec plus de 300 experts ? C'est facile parce que j'en vois dans la salle qui savent que c'était eux. Est-ce que vous savez quel candidat a un plan pour transformer nos problèmes en 1,5 million d'emplois ? Très fort. J'ai entendu Jean-Marc. C'était toi. Tu as la chemise. Je t'ai vu. Quel candidat est le seul maire d'une grande ville à avoir gagné, bien sûr en 2014, mais aussi en 2020, avec 30% de plus de voix qu'en 2014? Attention, c'est très dur. Ils sont très forts. Quel est le candidat à même de rassembler la gauche et les écologistes pour gagner en 2022? Fort. À l'heure de l'éco-anxiété qui nous gagne parfois, je sais, je vous vois dans la salle, je sais que parfois vous êtes inquiets pour le climat. Quel est le candidat qui a fait de l'espoir son cheval de bataille et qui ne lâchera pas? Quel candidat, attention, a écrit un livre qui s'appelle De l'espoir. Très fort. Écoutez, j'ai plus de questions là, vous m'avez séché. Ça sent quand même la Dream Team. Alors, pendant qu'Eric finit de se préparer, moi je voulais vous remercier toutes et tous, parce que cette Dream Team, on l'a quand même constituée personne par personne, grâce à une certaine idée de demain. D'ailleurs, merci aux gens qui ont créé le site d'une certaine idée de demain, qui n'existait même pas au début de cette campagne. Mais moi, je voulais vous dire que quand on voit d'où on est parti, ça remonte quand même il y a 15 mois. Moi, de toute façon, c'est simple, j'étais même pas là. Eric est parti il y a 15 mois. Et puis, petit à petit, sentant sa détermination à la présidentielle, les gens sont venus le rejoindre et dire que ça vous intéressait. Et si, normalement, vous êtes là ce soir, c'est que vous faites partie de ces personnes qui, à un moment ou à un autre de ces 15 derniers mois, ont décidé de s'engager. Alors moi, je voulais vous dire que cette campagne qu'on a commencée, en plus, il faut le dire, sans se voir, ça a été des mois vraiment hyper enthousiasmants et des rencontres formidables. Je sais que cette histoire va continuer plusieurs mois parce qu'on a pris des habitudes de travailler ensemble, qu'on n'a pas l'intention d'arrêter. Je me rappelle des premiers déplacements en mode Covid, avec même les PMU fermés et dehors, et par groupe de 6, même dehors, il fallait être que par groupe de 6. Voilà, on a parcouru tout ça, mais vous voir tous ensemble ce soir, pouvoir vous voir et en plus constater que vous êtes aussi sympas en vrai que par Zoom, c'est un vrai plaisir. Merci à celles et ceux qui ont organisé ce déplacement, à celles et ceux qui ont travaillé sur le projet, qui a donné aussi beaucoup de crédibilité à notre aventure, à celles et ceux qui ont mobilisé par téléphone, par internet, à celles et ceux qui se sont occupés des réseaux sociaux. Merci à vous tous, vous pouvez vous applaudir, c'est magnifique. Et surtout, je vous demande d'applaudir le candidat, est-ce que vous vous rappelez, qui c'est la dernière question du quiz, le candidat de la constance, de la confiance, de la crédibilité, de la cohérence, il s'agit de... Eric. Je la vois partout en France, partout sur les routes de France. Je la puise, la mienne, je la puise en vous. Donc un grand merci. J'espère que vous avez encore plein d'énergie.
Alors nous sommes 200 ce soir, et en fait, nous sommes 120 000. Nous sommes 120 000. Cette réalité de la primaire des écologistes aujourd'hui, je voudrais remercier de ce succès, remercier les organisatrices et les organisateurs de la primaire d'avoir tenu la barre, d'avoir fait tout ce qu'il fallait, d'avoir tenu ce dialogue, d'avoir tenu les calendriers. Un grand merci aux organisatrices et aux organisateurs de la primaire de l'écologie politique, et un grand merci à ces 120 000 personnes qui sont venues là s'impliquer. De l'énergie, il va en falloir. Il va en falloir parce que ce que nous sommes en train de vivre là, ce n'est que la première étape. L'autre étape, c'est avril prochain. Et pour moi qui suis fan de métaphores sportives, je vais vous en faire 2 ce soir. La deuxième est offerte. Pierre de Coubertin, qui avait plein de qualités, plein de défauts aussi, hein. On ne racontera pas toute son histoire, il vaut mieux garder juste son héritage des jeux. Pierre de Coubertin avait repris cette phrase, l'important c'est de participer. Dans cette campagne présidentielle, notre état d'esprit, l'important c'est pas de participer, ce qu'on veut c'est gagner. Et donc, je vais reprendre une autre citation qui a été reprise par les Jeux et qui fait un pont merveilleux entre Grenoble et Arcueil, dont le maire Christian Métairie est ici avec nous ce soir. Cette citation, c'est Situs Altius Fortius. Et pourquoi est-ce que ça fait un lien entre Grenoble et Arcueil? Le sais-tu toi-même? Oui. Toi tu le sais, voilà. Ça c'est les maires en fait qui se plongent dans l'histoire toujours. C'est que à Grenoble, il y avait des Jeux Olympiques qui étaient organisés depuis 1832 et que il y avait un jeune qui s'appelait Didon qui a fait les Jeux Olympiques de Grenoble dans les années 40, 1840. Et ce jeune qui croyait à l'émancipation par le sport, il est devenu ensuite proviseur du lycée d'Arcueil et il a repris cette maxime, Situs Altius Fortius. C'est le lien qui unit Grenoble à Arcueil et c'est dans cet état d'esprit que nous abordons l'élection présidentielle. Aller plus vite c'était pour l'esprit, aller plus haut c'était pour l'âme. Et aller plus fort, c'était pour le cœur. Nous serons tout ça, nous serons un esprit, un cœur, un corps, et nous avancerons vers la victoire à l'élection présidentielle en nous rappelant que, à la différence du sport, le but de la politique, ça n'est pas de gagner les élections, le but de la politique, c'est de changer d'avis. Et pour la première fois depuis la candidature de 1974, pour la première fois, nous abordons l'élection présidentielle, nous écologistes, en nous disant qu'en avril prochain, nous pouvons avoir une présidence écologiste. Ça mesure le chemin qui a été parcouru par ces décennies de militants et moi, je voudrais là m'adresser aux 120 000 inscrits à la primaire des écologistes pour leur dire que leur seul objectif, là, dans le vote du premier tour entre jeudi et dimanche, puis dans le vote de deuxième tour entre samedi et mardi 28, leur seul objectif doit être de choisir la candidature qui permet de rassembler, qui permet de gagner sur un cap clair, car il n'y aura que cela qui nous permettra de gagner, qui
de gagner par le rassemblement des humanistes de la politique, mais aussi des humanistes de la société civile, des humanistes des mouvements sociaux, des humanistes du monde du travail. C'est ça, la mission qu'ont ces 120 000 électrices et électeurs aujourd'hui, choisir la candidature qui permettra de gagner et qui permettra de fédérer cela, qui permettra évidemment de conduire un quinquennat, voire 2 quinquennats. Il faut se préparer à tout quand on se prépare. Qui choisissent la personne la plus à même de rassembler, la plus à même de faire campagne, la plus à même de gagner et la plus à même d'être président. Qui ne se trompe pas, le seul enjeu de cette primaire des écologistes, c'est celui-là. Je vais vous dire ce soir à la fois pourquoi on peut gagner, comment on va gagner et avec qui on va gagner. C'est important d'expliquer, de partager, c'est comme ça qu'on inspire, c'est comme ça qu'on entraîne. On n'entraîne pas en faisant une démonstration mathématique, on entraîne par le souffle et je voudrais partager les choses aujourd'hui clairement avec vous. Je me suis engagé il y a maintenant plus de 10 ans dans l'action publique. Mon intention était de contribuer à la communauté dans laquelle j'étais, comme j'avais contribué à la communauté éducative dans laquelle j'étais, comme j'avais contribué à la communauté humaine en m'occupant des enfants de familles sans papier, comme j'avais contribué aussi dans le monde professionnel à agir pour qu'on soit aligné avec nos valeurs, qu'on soit aligné avec les objectifs de l'activité économique, qu'on soit aligné avec la valeur ajoutée, la valeur sociale que peut amener une entreprise. Je me suis engagé dans cet état d'esprit-là et avec une intuition qui était forte, c'est que la France avait besoin d'un projet pour se fédérer, la France avait besoin d'un souffle qui la dépasse, qui puisse l'inspirer, et que ce souffle, cette force, c'était l'écologie politique. C'est dans cet état d'esprit-là que je me suis impliqué, et cette intuition que l'écologie politique est l'espoir du XXIe siècle, cette intuition, je l'ai testée partout, dans les forêts du Morvan, dans les agriculteurs, chez les agriculteurs des Hauts-de-France, chez les pêcheurs bretons, dans les quartiers nord de Marseille, dans les quartiers populaires de Danger ou de Vaux-en-Velin ces 3 derniers jours. Partout, j'ai écouté et partout, j'ai senti qu'il y avait ce désir d'un projet positif, enfin, qui nous entraîne et qui nous fasse réhabiliter l'avenir. Et je voudrais, si on en est là aujourd'hui, qu'on reconnaisse le travail qui a été fait par ces décennies de militants écologistes, de militants humanistes, ceux que j'ai été rencontrés début août au Larzac pour les 50 ans de la mobilisation du Larzac, ceux que j'ai rencontrés dans le Morbihan qui avaient fondé les premières collectes de lait bio au début des années 90, ceux que j'ai rencontrés partout dans les quartiers nord de Marseille qui ont transformé un McDo en centre social. Je voudrais qu'on remercie ces décennies de militants écologistes qui se sont battus partout pour des idées, pour éveiller les consciences et qui ont réussi. C'est grâce à eux et à elles si on en est là aujourd'hui. Un immense merci à eux. Il y a une attente forte. La réponse à cette attente, j'en suis convaincu, c'est l'écologie. Nulle part, je n'ai senti le désir des solutions d'hier. Nulle part, je n'ai senti de désir de socialisme. Nulle part, je n'ai senti non plus l'envie de soigner le mal par le mal et de faire encore plus de la loi du plus fort, encore plus de néolibéralisme en pensant que ça transformerait enfin le monde. Nulle part, je n'ai senti ça. Ce que j'ai senti, partout, c'est bien une insécurité forte et un désir de sécurité, un désir de sécurité sociale, climatique, existentielle. Je l'ai senti et j'ai senti aussi ce désir de sens
Et c'est ce désir de sens, d'agir en étant aligné avec nos aspirations les plus profondes, d'agir en étant aligné avec notre utilité dans nos communautés, d'agir en étant aligné avec l'intérêt général. Ce désir-là, je le sens grandir partout. Et c'est ça qui me donne envie d'avancer, c'est ça qui me donne l'énergie d'avancer, c'est ça qui me donne cette détermination pugnace à préparer ce mandat, ce quinquennat, à préparer cette élection présidentielle, à préparer cette campagne et à avoir travaillé sur cette primaire des écologistes pour être celui qui portera l'écologie politique en avril prochain. Je lisais ce matin, vous l'avez fait sans doute aussi, cette étude assez poignante sur la jeunesse et ces 74% de jeunes Françaises et Français qui pensent que le futur est effrayant. J'en parlais il y a 2 semaines avec Nathan Métainier. Nathan Métainier, c'est ce jeune grenoblois qui est devenu conseiller spécial du secrétaire général de l'ONU, conseiller spécial pour le climat et la jeunesse. Et il sera là, il est coprésident de la pré-COP qui se tient, pré-COP 26 qui se tient à Milan. On en parlait ensemble de cette angoisse existentielle et je l'ai rencontré aussi partout, cette angoisse avec tous ces jeunes qui ne veulent plus d'enfants, non pas parce qu'ils n'ont pas envie d'enfants, mais parce que ils ne voient pas quel avenir pourraient avoir ces enfants. Et je sens bien, même moi, que la nature de mon engagement a changé en 10 ans. Que là où je m'engageais pour être acteur dans là où je vivais, dans la communauté où je vivais, que maintenant, cette volonté d'engagement, cette volonté de changer le monde, elle est plus profonde, elle est plus existentielle. Et tous ces jeunes, ils n'ont pas envie qu'on refasse un tour de piste de ce grand cirque de l'impuissance. Ils n'ont pas envie qu'on soit là juste en train d'attendre des jours plus sombres. Ils veulent qu'on agisse, ils veulent qu'on prenne le pouvoir, ils veulent qu'on change la vie. Et c'est pour ça, aujourd'hui, que je m'engage avec eux. Et je veux aussi avoir une pensée ces jours-ci. Ça fatigue déjà la jeunesse. Je voudrais aussi avoir une pensée dans ces jours de rentrée scolaire pour ces millions d'adultes qui sont là, les millions d'enseignants, les millions d'adultes qui sont aux côtés des enfants, pour tous ces enfants aussi qui rentrent, tous ces parents d'élèves, dans des conditions de travail difficiles, avec une loi du plus fort et une loi de la jungle qui rentre, y compris au lycée, maintenant avec Parcoursup, avec surtout un ministre populiste, démagogue, affligeant. Et je voudrais avoir une pensée pour eux, parce que nous avons besoin d'une éducation émancipatrice et qui soit tournée vers l'avenir, et ça sera le grand chantier du quinquennat qui arrive. Et je voulais dire à cette jeunesse, je voulais dire, venez avec moi, j'ai besoin de vous pour changer, pour gagner, pour faire campagne, pour le quinquennat. J'ai besoin de vous pour changer la vie. Venez avec moi, j'ai besoin de vous. Et parce que je veux le faire avec vous, nous donnerons le droit de vote dès 16 ans. Et parce que nous avons besoin de vous aussi, dans tous les scrutins de liste, nous imposerons que tous les 4 candidats, il y ait une personne de moins de 30 ans. Oui, le monde doit changer avec vous et par vous.
Alors, il y a un cap, on sait que ce cap, une majorité de Françaises et de Français y adhèrent, que cette prise de conscience, elle est là. Il faut dire comment nous allons mettre en œuvre le projet. Ça ne suffit pas d'avoir un cap. L'écologie, c'est l'espoir par les actes. L'écologie, c'est cet espoir qui renaît. Pour moi qui suis de la génération des derniers élus qui ont croisé les résistants et les déportés, eux nous disaient que même dans les heures les plus sombres, une flamme suffit à faire reculer la pénombre. Et pour tous ceux qui sont aujourd'hui anxieux, je vous dis que la flamme, nous la faisons grandir ensemble, et que nous la faisons grandir avec ce désir de prospérité, une santé, des emplois qui aient du sens, une égalité, une liberté, une fraternité, même sans croissance infinie dans un monde fini. Même sans croissance infinie dans un monde fini, oui, nous pouvons avoir la prospérité, nous pouvons avoir l'égalité, nous pouvons avoir la liberté. C'est comme ça, aujourd'hui, que nous arriverons à changer la donne. La question n'est pas de faire croître le PIB ou de faire décroître le PIB. Il ne faut pas chiffrer le monde, mais déchiffrer le monde. C'est à ça que l'on s'attache. Et pour moi qui ai vécu, qui ai traversé dans le monde professionnel, ce chiffrage permanent du monde, qui est connu l'absurdité ultime, quand mon chef texan nous envoyait tous les trimestres la liste des pays rouges et des pays verts, des pays où le coût du travail était élevé et les pays où le coût du travail était bas. Quand dans les pays rouges, il distinguait subtilement, très sympa, hein, ça se fait très bien grâce à Microsoft, tout ça c'est le même espace, les rouges clairs et les rouges foncés. Les rouges clairs, ça coûtait cher, mais il n'y a pas trop de protection du travail, on peut licencier facilement. Et les rouges foncés, non seulement ça coûte cher, mais en plus, il y a la protection du travail, et ça c'est insupportable. Et ce chiffrage du monde, il avait une traduction concrète. Ce chiffrage du monde, c'est que derrière, on faisait des ratios, on chiffrait, on calculait, et il y avait le ratio d'employés sur pays verts et sur pays rouges, et derrière, directement connecté, un petit bonus pour mon chef texan, qui dirigeait le monde depuis son tableur Excel. Ce monde-là, je lui ai dit non, je me suis battu pour cela, et il y a des refus parfois qui font grandir. Celui-là est un refus qui m'a fait grandir et qui me permet aujourd'hui de regarder l'espoir en face et de regarder l'avenir en face. Pour proposer un projet clair aux Français, nous devons sécuriser le changement. Il y a une insécurité sociale, climatique, existentielle. Il y a un cap auquel ils adhèrent, dont ils ont envie. Il faut sécuriser maintenant le chemin. Et c'est pour cela que nous avons présenté notre plan, comment transformer nos problèmes en emploi, que nous l'avons mis à débat avec ces 144 propositions très précises, très concrètes, parce qu'il faut être concret, il faut être précis quand on se prépare à l'exercice des responsabilités. On ne peut pas être juste sur un cap et une intention. Et ce plan, je vous invite d'abord à le lire, à le partager, à le discuter. Je voudrais en tracer quelques axes majeurs. Il vise à quoi, ce plan? Il vise à attaquer la rente. Attaquer la rente parce que l'accumulation des profits, parce que la captation du vivant, la privatisation du vivant est une nuisance. Et donc nous attaquerons la rente. Il vise à protéger les biens communs, parce que nous avons besoin là, de nous réapproprier notre quotidien et de protéger et de gérer ensemble ces biens communs. Et il vise à transformer nos activités pour qu'elles soient en ligne avec la dimension sociale, avec la dimension environnementale. C'est pour ça qu'on a fait des propositions très précises. J'en cite quelques-unes parmi ces 144. L'impôt sur la fortune climatique, parce que nous avons besoin de cet argent pour financer l'éducation, pour financer la santé, pour financer notre quotidien, mais aussi parce que cet argent est nuisible.
Donc c'est pour deux raisons que nous faisons. Hein, cette accumulation d'argent spécule sur nos vies, achète nos vies aujourd'hui. Nous irons le chercher et nous en ferons bon usage. Nous en ferons bon usage, notamment en finançant 25 000 fermes municipales. 25 000 fermes municipales parce que la moitié de nos paysans vont partir à la retraite dans les 10 prochaines années et que leurs terres, nous devons les protéger. Elles ne peuvent pas tomber dans les mains de promoteurs et dans l'étalement urbain. Elles ne peuvent pas rejoindre l'agro-industrie qui ne fait que s'étendre. Elles ne peuvent pas être captées par les investisseurs financiers qui sont en train de se redéployer sur les biens communs. Nous devons protéger nos biens communs de ces investisseurs financiers. Je l'ai vu, hein, ces fonds d'investissement qui rachètent des fermes. Je l'ai vu, ces acteurs bancaires qui viennent acheter de la forêt, qui viennent nous voir pour dire tiens, votre réseau de chauffage, il marche bien, c'est bien, je veux l'acheter. Je dis bah non, en fait, c'est pas à vendre. Ouais, d'accord, mais j'ai quand même envie de l'acheter, ça marche bien, ça va gagner des sous, c'est important pour l'avenir, je veux l'acheter. Je dis oui, d'accord, mais en fait, ça n'est pas à vendre. Ouais, ok, d'accord, mais c'est combien en fait? C'est ça les discussions que j'ai, moi, concrètement, aujourd'hui comme maire, et c'est ça que j'ai vu dans le monde paysan. Et pour faire cela, pour protéger ces biens communs, nous prendrons des mesures claires. Certaines peuvent sembler de détail, mais elles transforment la donne, que les data centers ne s'implantent plus sur des terres agricoles, mais qu'on impose qu'ils s'implantent sur des friches en ville et qu'ils se connectent à du chauffage urbain. Ça, c'est des mesures claires, précises. Et une grande loi foncière pour interdire, pour soumettre à autorisation les investissements étrangers sur tout ce qui relève du foncier et du logement, qui fusionnera aussi établissements publics fonciers et les SAFER, les organismes de transmission agricole, pour permettre la préemption quand c'est nécessaire, pour protéger les terres, et qui redonnera à l'ONF, l'Office national des forêts, les moyens de ne pas être un établissement public, industriel et commercial qui exploite la forêt, mais bien un organisme public administratif qui gère la forêt, qui gère les biens communs pour nous, qui protège la forêt. Nous remettrons les 5000 emplois dans l'ONF qui ont été supprimés depuis 20 ans. La question agricole, elle est intéressante parce que ça touche à notre alimentation, ça touche à la façon dont nous regardons l'environnement, ça touche, comme le dit Baptiste Morisot, à notre expérience de la sensibilité. Nous avons besoin d'une révolution de la sensibilité. Et ça a fait le pont pour moi. J'étais à Tours dimanche, j'ai évidemment parlé du congrès de Tours et du discours de Blum. Mais j'ai été rechercher un discours de Jaurès de 1897 dont le titre est envoûtant, c'est « Socialisme et paysan ». Titre magique, on a tout de suite envie de se plonger dedans. Et dans ce discours, on parle de justice agraire et de justice sociale. Dans ce discours, il parle de mettre en œuvre un salaire minimum pour les ouvriers agricoles et de lutter contre l'endettement endémique du monde agricole, déjà, fin du 19e siècle. Dans ce discours, il parle de constituer une démocratie des paysans comme de constituer une démocratie des ouvriers. Il dénonce l'exploitation dans les colonies. Il y a énormément de choses, énormément de ponts aujourd'hui avec ce grand discours de Jaurès, dont je vais vous lire un petit bout parce que c'est assez extraordinaire. Il faut se demander dans quelle proportion le sol est possédé par ceux qui le cultivent. Dans quelle proportion il est possédé par ceux pour qui la terre n'est qu'un placement de fonds. Dans quelle proportion le sol est-il un instrument de travail? Dans quelle proportion est-il un titre de rente et une source de revenus? Voilà la véritable question, voilà la véritable façon de poser le problème. 1898, 17, bravo Jaurès.
Et ça faisait écho hein, aux propos de Gracchus Babeuf, qui est peut-être un des premiers socialistes, hein, c'est la fin du 18e, 1796, dans son manifeste des égaux. Nous réclamons, nous voulons la jouissance communale des fruits de la terre. Les fruits sont à tout le monde. Merveilleux. Ces intuitions socialistes, elles ont été balayées ces dernières décennies, et pourtant, elles sont ravivées par André Gorz, elles sont ravivées par Vandana Shiva, elles sont ravivées par des penseurs comme Baptiste Morisot, Bruno Latour, Pierre Charbonnier et d'autres. Nous les avons aujourd'hui là dans nos têtes, et cette écologie qui est l'espoir du XXIe siècle, cette écologie qui restructure les conquêtes sociales, qui restructure notre rapport à l'environnement, elle va gagner en avril prochain, et nous devons dire aussi avec qui. Il y a un cap, je vais présenter, la France est prête, il y a un plan, des propositions concrètes, il y a aussi une stratégie pour gagner. Nous sommes là, au centre de l'arc humaniste. Nous sommes au centre de l'arc humaniste. C'est un arc qui est politique, qui est de la société civile, qui est des mouvements sociaux, qui est de la galaxie des Gilets jaunes, qui est la galaxie des mouvements féministes, qui est de la galaxie des marches climat, qui est la galaxie des Black Lives Matter, qui est de la galaxie de tous ceux qui se battent pour l'universalisme, en n'oubliant jamais l'égalité, en refusant toujours les discriminations et en regardant toujours vers devant. Et nous sommes au centre de l'arc parce que nous sommes, quand je dis nous, c'est nous, notre collectif, mais en fait le candidat c'est moi, hein, donc je vais dire je suis, allons-y, celui qui peut rassembler de ceux qui ont cru dans la nouveauté d'Emmanuel Macron en 2017 et qui ont rompu avec le macronisme face à cette inaction pour le climat, face à cette dérive sur les valeurs, jusqu'à ceux qui ont espéré dans le souffle de Jean-Luc Mélenchon en 2017, mais qui savent bien que ce n'est pas là que se jouera la victoire en 2022. Je suis ce candidat-là qui peut fédérer cet arc humaniste et qui peut, je m'adresse là aux 120 000 électeurs de la primaire des écologistes, je suis celui-là, choisissez cette candidature qui gagnera en avril prochain. C'est notre responsabilité collective aujourd'hui, je m'y suis préparé, nous y sommes préparés, nous avons travaillé énormément, vous avez travaillé énormément, parce que le travail que nous avons à faire est une source de sens, c'est une source de joie aussi, et que nous devons changer d'époque, nous devons tourner la page de ces 40 années ou presque d'impuissance. Avec ma candidature, vous n'êtes peut-être pas d'accord avec tout ce que je propose, mais vous savez exactement où je vais, vous savez exactement où je nous emmène, vous savez que ça sera un collectif, vous savez qu'il y aura de la constance. Alors avec cette expérience des responsabilités de terrain, alors avec cette constance, alors avec cette intuition qui a donné des victoires déjà, alors avec cet emballement collectif qui nous donne de l'énergie, qui nous donne de la clarté, qui nous rend plus affûtés, qui nous rend meilleurs quand on est sous pression, avec tout cela c'est indispensable pour le quinquennat, mais tout cela c'est indispensable pour la campagne. Nous irons faire campagne en tapant à toutes les portes, en allant parler aux Françaises et aux Français là où ils sont, comme je l'ai fait dans cette campagne des primaires, là où ils sont, pour leur parler, pour les écouter, là concrètement dans leur vie quotidienne, pour reconnecter leur vie quotidienne avec leurs aspirations les plus profondes. Nous ferons une campagne qui sera solide sur les fondamentaux écologistes,
qui sera précise dans les propositions que nous ferons pour le pays, qui sera pugnace, parce que je suis pugnace, qui sera déterminée, qui sera joyeuse et poétique, parce que nous avons besoin de joie et de poésie, oui. Et ça commence ce soir à Paris. Ça commence ce soir à Paris. Je compte sur vous. Je compte sur vous. Vous savez que vous pouvez compter sur moi. Vive l'écologie, vive la République et vive la France!